Et oui, passons donc à la suite et nous allons accueillir avec nous Clément Ranck. Et oui, Clément, qui est un postdoctorant à l'IAP et qui va, de la même façon qu'Eder un petit peu tout à l'heure, nous raconter sa vie, ses angoisses. Alors, est-ce que tu as beaucoup voyagé? Non. Bonjour Clément. Ça commence fort, n'est-ce pas? C'est la bonne heure pour les astronomes. C'est vrai, non? On commence à observer là, à cette heure-là. Un peu de partout. C'est vrai. Bon, à Paris, je suis pas sûr que tu vois grand-chose. Non, mais en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, pourquoi pas, si tu aimes l'Afrique du Sud. Alors, Clément, on est très content de t'avoir. Comment ça va? Bah ça va. Est-ce que Écoutez, tu c'est une passes- superbe soirée. Ouais, tu passes une bonne Je suis soirée. complètement fan des chanteurs. En même temps, comment ne pas le faire, c'est ton patron. Alors, Clément, tu vas peut-être nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu as fait. Un petit peu la même première question qu'Eder, finalement. En quelle année tu as passé ta thèse? Ça fait combien de temps que tu fais ce que tu fais, éventuellement ce que tu fais? Ben oui, donc je suis Clément. J'ai soutenu ma thèse en 2015, ici même, en fait, dans ce même amphithéâtre. Ensuite, je travaille sur la détection de planètes par micro-lentilles gravitationnelles. On vous a présenté une expérience pour vous expliquer ce que c'était. J'ai ensuite enseigné à l'université Pierre et Marie Curie en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et de recherche pendant 1 an. Et puis, je suis parti, je fais le grand saut, je suis parti travailler à la NASA pendant 3 ans et demi. Et dans l'équipe qui développe, en fait, Anne-Marie en a parlé juste avant, ce télescope dont on n'entend pas beaucoup parler encore en France, mais dont on va entendre parler beaucoup à l'avenir, c'est le Nancy Grace Roman Telescope, qui va être lancé environ en 2026. Donc j'étais dans l'équipe qui développe en fait ce télescope et qui va chercher des planètes par micro-lentilles. Donc, qu'est-ce que tu faisais dans le développement de ce télescope? Alors moi, j'étais plutôt du côté des astrophysiciens, c'est-à-dire qu'il faut développer le concept, il faut développer la méthode. Donc pour ça, en fait, on utilise déjà les télescopes au sol, en fait. Il faut quand même s'imaginer, il y a une question qui avait été posée dans le chat, quel est le temps caractéristique d'un effet de micro-lentille? C'est un phénomène un peu quand même fascinant, c'est la gravité de l'étoile et de la planète qui change la propagation, qui dévie la propagation des rayons lumineux. Ce phénomène, il dure 1 mois, comme vous a dit Arnaud. Ça veut dire qu'il faut observer les mêmes étoiles en continu, 24 heures sur 24, en attendant le petit flash qui va témoigner de la présence d'une planète. Et donc pour ça, il y a des équipes comme ça qui travaillent et des collaborations internationales pour le coup, alors ça veut dire tous les jours, on est derrière notre ordinateur. Alors certains observent au télescope. Certains télescopes sont complètement automatisés, donc on est derrière un écran d'ordinateur, on contrôle 10, 12 télescopes. C'est le cas du LCOG, Las Cumbres Observatory, qui a un réseau de télescopes comme ça. Et puis en continu, on observe dans une direction du ciel en permanence. Donc ça veut dire que comme la Terre tourne, il faut des télescopes en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, au Chili. Et ouais, donc en fait, ça fait des énormes collaborations, finalement presque les plus grosses en astronomie, si je dis pas de bêtises, parce que finalement, il faut tous les télescopes d'un peu partout, ou je dis une grosse bêtise? Alors en micro-lentilles, ce n'est pas les plus grosses collaborations. Les collaborations qui travaillent sur la détection d'ondes gravitationnelles, par exemple, c'est beaucoup plus gros. Je parlais en termes de nombre d'endroits d'observation, pardon, pas en termes de personnes. Oui. Là, clairement, ce qu'on essaie, c'est d'avoir des observations dans la même direction du ciel en permanence, quoi. Donc ça ne s'arrête jamais, ouais. Effectivement. Donc du coup, merci beaucoup, hein, c'est très intéressant que tu nous racontes ça. Du coup, tu mentionnais que tu as travaillé à la NASA, et quand on avait un petit peu parlé avant, tu me disais que c'était une ambiance un peu particulière, que ça t'avait bien plu. C'est quoi un peu la différence en fait entre le même sujet traité ici à l'IAP et traité là-bas? Je sais pas si tu as envie de nous en dire 2 mots. Oui, alors c'est évidemment quand on vient de France, tout la NASA, c'est quand même un peu extraordinaire. Bon, ces expériences-là, alors comme vous a dit Eder, sur le plan personnel, c'est des grands changements de vie. Sur le plan professionnel, on attend de nous de partir, développer des expériences à l'étranger. Évidemment, c'est extrêmement enrichissant. Quand on arrive, donc je travaillais au Goddard Space Flight Center, près de Washington, D.C. Il faut s'imaginer des dizaines de bâtiments, c'est gigantesque. C'est un endroit extrêmement dynamique.
Donc quand on vient de France, c'est le nombre de collaborateurs qui change assez drastiquement et le nombre de personnes avec qui on parle. C'est un espèce de bouillonnement permanent, tout le monde se parle, on a des gens qui viennent dans le bureau en permanence, peut-être même trop, je dirais, parce que parfois, on passe plus de temps en séminaire ou à discuter de choses que isolé à travailler derrière son ordinateur. J'exagère, bien sûr, mais si on cherche à avoir une différence entre peut-être ma vie qui est à l'IAP et la vie à la NASA, c'était ça. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'à la NASA, j'ai été frappé par la diversité des gens qui y travaillent. C'est-à-dire qu'on construit les détecteurs là-bas. Souvent, une question qui est souvent posée, c'est à quoi ça sert de toute façon d'aller chercher à détecter des planètes. Évidemment, pour la compréhension de notre monde, de notre univers, de notre histoire, on n'a pas besoin de justifier, c'est évident, c'est fascinant. Maintenant, sur le plan technologique, il y a beaucoup de retombées et à la NASA, on voit concrètement comment ça se passe. Il y a des dizaines d'entreprises qui ont même des employés là, qui développent ces détecteurs. Alors, dans le cas du Roman Telescope, on construisait sur place dans le bureau, dans le même bureau que moi, il y avait quelqu'un, un ingénieur en fait, qui développait les détecteurs qui seront utilisés par le Roman Telescope. Et ça, du coup, est-ce que tu penses que est-ce que tu sais plutôt, est-ce que c'est une spécificité américaine? Par exemple, à Marseille, on a le LAM, mais je sais que pour un télescope Euclide, dans ce laboratoire aussi, ils ont à la fois des ingénieurs qui construisent des parties du télescope et Absolument. Il y a l'IS, aussi l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, qui a une salle blanche, si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est pas du tout une particularité des États-Unis. Mais c'est vrai que quand on est sur place, c'est tellement énorme, il y a une telle concentration de jeux. Il y a évidemment aussi des gens qui travaillent dans la communication et des choses comme ça. Et donc après travailler dans cette équipe, c'était c'est très enthousiasmant. Et peut-être une chose, je vais peut-être en parlant de ce que je fais, je réponds aussi à deux questions que j'ai vues passer un peu avant dans le chat qui demandaient, mais est-ce que le fait qu'on n'observe pas de Terre, par exemple, à la distance à laquelle nous sommes du Soleil, c'est un effet observationnel. Donc on a eu des réponses. C'est très certainement un effet observationnel et donc cette mission spatiale, là je fais un peu la pub, mais c'est globalement, en gros, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on peut retenir, je pense, de ce soir, c'est qu'il y a deux grandes manières aujourd'hui d'observer, au moins de travailler sur les exoplanètes. La première, c'est d'essayer d'observer très finement, individuellement les objets, jusqu'à détecter leur atmosphère, commencer à comprendre la chimie, etc. Donc ça apporte beaucoup d'informations sur les composants, de l'origine de ces planètes, leur évolution, ce qui s'y passe en ce moment en temps réel. Il y a même des gens qui parlent de météo d'exoplanètes. Et puis, il y a un autre volet qui est d'essayer de faire des statistiques. Alors évidemment, on va peut-être avoir un petit peu moins d'informations détaillées, mais par exemple, la mesure de masse d'une exoplanète, on va essayer d'avoir un échantillon statistique suffisant pour pouvoir après comparer avec nos théories de formation des planètes. Et le Roman Telescope, par exemple, c'est plutôt là-dessus, et c'est les planètes détectées par micro-lentilles, c'est plutôt sur cet aspect-là statistique que ça va complètement, ça va vraiment nous permettre d'écrire un nouveau chapitre, en fait, de l'histoire des planètes, et puis donc forcément de mieux comprendre l'histoire de notre système solaire. Ouais, donc en fait, vous allez compléter le type d'histogramme que nous montrait par exemple Pierre Drossard tout à l'heure. Exactement, avec des planètes, exactement l'endroit qui était un peu vide, c'est cet endroit où on trouve des planètes froides, glacées, éloignées de leur étoile, de la masse de la Terre, et aussi, même de Mars. On parle de la détection de 1000, à peu près entre 1500 à peu près exoplanètes de ce type-là. Alors, ce n'est pas 1500 de plus à ajouter à 5000, identiques aux précédentes. C'est des planètes très différentes qui ressembleront peut-être un peu plus, normalement beaucoup plus à notre système solaire. Enfin, on pourra enfin se poser la question et répondre, disons, à la question est-ce que notre système solaire est vraiment si surprenant que ça dans la Voie lactée.
Ouais, donc, parce qu'en fait, pour l'instant, je repars sur cet histogramme de Pierre, hein, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce qu'en fait, est-ce qu'on est capable de mettre un truc qui serait des barres d'erreur un peu statistiques En fait, est-ce que pour l'instant, parce qu'en fait, tu peux toujours dire j'ai peu d'événements, donc je peux toujours faire une statistique qui va être très biaisée par le fait que je vais avoir peut-être des événements rares, peut-être des événements qui vont dominer en fait la répartition des planètes que je vais avoir. Mais tu peux toujours estimer quand même avec une estimation de barre d'erreur si tu vas quand même dans une direction ou dans une autre. Oui, oui. Déjà, aujourd'hui, il y a les résultats qu'on peut extrapoler de planètes qui sont très proches de leur étoile. Et puis, il y a aussi des résultats des micro-lentilles gravitationnelles. Hein. Et donc, on sait que les planètes plutôt de plus faible masse sont beaucoup plus abondantes, même si on en observe moins, parce qu'on sait que c'est plus difficile de les observer. Donc on a déjà des réponses. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est que quand on ne détecte pas du tout de planète avec certaines propriétés, on ne peut pas savoir si elles n'existent pas. Voilà. Mais voilà. Très bien. Écoute, qu'est-ce qu'on... Au niveau temps, on est complètement en retard, mais c'est pas grave. Ah, c'est parfait. Alors, une autre question. Non, moi, je veux bien rester. Tu veux bien rester. C'est très sympathique. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, une petite conclusion pour ta part Est-ce que quelque chose que tu as envie de nous dire, peut-être sur ton expérience perso un conseil pour les enfants qui nous écoutent et qui rêvent de prendre ta place plus tard, interviewés par Alice Thomas et Alexandre C'est difficile. Je vais parler, oui. Bon, ok, allez, peut-être une chose que je vais dire en repensant à l'enfant que j'étais dans un trou perdu en France, parlez-nous de cet enfant. avec qui voyait des ciels absolument magnifiques et qui ne pouvaient même pas imaginer qu'il y avait des gens qui n'avaient pas ces ciels-là. C'était dans le Quercy. Ce que je veux leur dire à tous ces gens, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul chemin de toute façon qui mène à ce qui nous intéresse, que les gens que vous voyez ce soir n'ont pas forcément toujours tout réussi du premier coup et choisi des formations uniques. Non, et c'est ce que la NASA d'ailleurs montre et démontre, c'est qu'il y a énormément, quand vous avez un rêve ou que vous avez quelque chose qui vous passionne, il y a énormément de manières de contribuer à ce domaine-là. Et quand on pense à la NASA, on peut être ingénieur et puis travailler pour l'astrophysique, on peut être journaliste et travailler pour l'astrophysique, on peut être photographe et être employé à la NASA. Oui, tout ça est possible. Il y a toujours des moyens, quand on est vraiment passionné par quelque chose, de travailler dans ce domaine-là. Donc il ne faut jamais abandonner ses rêves. Voilà. J'approuve complètement ce message. En fait, il y a tellement de trucs à faire que finalement, il y a un peu de place pour tout le monde. Donc donnez-moi un poste. Eh bien, il est là ce soir. Non, Merci beaucoup. Une blague. Merci beaucoup, Clément.